Puisqu'on en a parlé dans la vidéo précédente, on va finir ici de clore la guerre des Deux Roses, qui se termine peu après le début du règne de Charles VIII. On avait laissé l'Angleterre sous le règne d'Édouard IV, qui avait pris le trône des mains de son lointain cousin fou, Henri VI. Lorsqu'il meurt en 1483, ses enfants n'ont qu'aux alentours de 10 ans, et il nomme son frère Richard Lord Protector, en attendant la majorité de son fils aîné. Peu de temps après, Richard accuse les membres du conseil de régence de complot et fait placer ses deux neveux à la Tour de Londres pour les protéger. Il dénonce alors le mariage de son frère, qu'il arrive à faire annuler, déshéritant de fait les deux princes. Devenu le seul héritier de son frère, il est proclamé roi sous le nom de Richard III et, un mois plus tard, les princes de la Tour disparaissent sans laisser de traces. Reste que Richard III devient vite très impopulaire et les nobles, désireux de le remplacer, cherchent quelqu'un à mettre sur le trône à sa place. Ils finissent par se tourner vers Henri Tudor, le petit-fils de la veuve d'Henri V et d'un noble gallois épousé en secret. Fort de ses alliés, Henri lève une armée et part à la rencontre de celle de Richard. La bataille de Bosworth qui s'ensuit voit la mort du roi d'Angleterre. Cette mort offre le trône à Henri qui, comme convenu, se marie avec Élisabeth d'York, une fille d'Édouard IV. Avec lui, les dynasties York et Lancaster se réunissent et une nouvelle dynastie anglaise, celle des Tudors, prend le pouvoir. De son côté, l'Espagne arrive à un tournant de son histoire. Après 7 siècles de lente reconquista, la péninsule se trouve divisée en 5 territoires. Le royaume de Portugal, le royaume de Castille, le royaume d'Aragon, qui occupe militairement depuis peu le royaume voisin de Navarre, et au sud, l'émirat de Grenade, qui représente le dernier territoire musulman d'Espagne. En 1479, le roi d'Aragon, Ferdinand II, épouse la reine de Castille, Isabelle. L'union des rois catholiques va permettre l'unification de presque toute la péninsule et la dernière poussée de la Reconquista. En 1492, la prise de Grenade met un terme à la présence musulmane en Espagne. Le couple peut alors s'atteler à l'unité de l'Espagne et de sa population, et il prône pour cela l'unité derrière la foi catholique. C'est à cette occasion que l'Inquisition espagnole est créée en 1478. Confinée très majoritairement en Espagne, cette institution intentera pendant 4 siècles plusieurs dizaines de milliers de procès et se fera connaître par son usage fréquent de la torture ainsi que par ses mises à mort sur le bûcher, qui reste bien plus rare que ce que l'imaginaire collectif prétend. Mais 1492 est une autre date particulièrement importante que tout le monde connaît, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Son voyage s'inscrit dans la longue histoire du commerce maritime européen. Depuis la fin du XIVe siècle, le commerce européen est dominé par Venise sur le commerce en Méditerranée et sur les marchandises qui, de l'Asie, arrivaient au Moyen-Orient avant de passer en Europe. Face à cette concurrence, les royaumes de Portugal et d'Aragon-Castille cherchent à atteindre l'Asie via l'Atlantique, aidés en cela par diverses innovations technologiques dans le domaine maritime. Si les Portugais cherchent à passer au sud de l'Afrique, les Espagnols tentent leur chance à travers l'Atlantique. C'est ainsi que, dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, les caravelles de Christophe Colomb débarquent aux Caraïbes et initient le contact entre des civilisations ayant évolué indépendamment pendant des milliers d'années. Charles est le dernier enfant de Louis XI et de Charlotte de Savoie et le seul fils à dépasser l'âge d'1 an. Il a 2 sœurs aînées, Anne de Beaujeu et Jeanne de France, dite la Boiteuse. La première est mariée à Pierre II de Bourbon,
le comte de la Marche et futur duc d'Auvergne, de Bourbon et comte de Forez. La seconde, Jeanne, a été mariée par Louis XI au puissant Louis d'Orléans, le duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois, le descendant du Louis d'Orléans qui fut assassiné à Paris. À la mort de Louis XI, Louis d'Orléans a aussi un statut particulier, puisqu'il est, selon les règles de succession capétienne, l'héritier du jeune Charles, car son plus proche parent mâle descendant par les hommes. Lorsque Louis XI meurt en 1483, Charles a 13 ans et le roi mourant désigne sa fille Anne pour exercer la régence jusqu'à la majorité de Charles. Un an plus tard, en 1484, Charles est sacré roi à Reims, mais, encore trop jeune pour gouverner, le pouvoir reste entre les mains de sa sœur aînée et de son époux. Cet état de fait cause des remous au sein de la haute noblesse française, toujours désireuse de s'émanciper du pouvoir royal, et le principal contestataire se trouve être Louis d'Orléans. Héritier de la couronne, mari de la fille de Louis XI, il estime que c'est à lui d'exercer la régence. Ralliant plusieurs grands vassaux à sa cause, il déclenche la guerre folle en 1485. La coalition regroupe Louis d'Orléans, le comte Charles d'Angoulême, Alain d'Albret, qui est par mariage roi consort de Navarre et comte de Foix, ainsi que François II, le duc de Bretagne. Après diverses campagnes, la guerre se solde en 1488. L'armée royale pénètre en Bretagne, s'empare de Fougères et marche vers Dinan lorsqu'elle se heurte à l'armée rebelle. À la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, les troupes royales défont les coalisés et le traité du Verger met fin à la guerre, qui conduit les nobles révoltés à rentrer dans le rang. Par ce traité, François II réaffirme son hommage à Charles VIII et promet de ne pas marier ses filles, dont son héritière Anne, sans l'accord du roi. Le duc de Bretagne meurt quelques mois plus tard et sa fille Anne lui succède comme duchesse de Bretagne, devenant la fameuse Anne de Bretagne. Sachant l'indépendance de son duché menacée par la France, elle épouse par procuration l'empereur Maximilien en rompant le traité du Verger. Refusant que la Bretagne ne devienne une possession Habsbourg, Charles VIII met le siège devant Rennes et épouse Anne de Bretagne. Celle-ci devient reine de France et devra épouser le successeur de Charles VIII si le couple n'obtient pas d'enfant. Cependant, pour faire ce mariage, Charles VIII est forcé de rompre les fiançailles qui le liaient à Marguerite de Bourgogne, la petite fille du duc Charles le Téméraire et héritière d'une partie de ses terres. Le traité de Senlis, signé en 1493 avec l'empereur, règle la situation. Les fiançailles sont rompues et, conformément au traité d'Arras, Marguerite retourne dans l'Empire, en emportant avec elle les terres de sa dot, légèrement amputées. Le comté d'Artois et le comté de Bourgogne quittent donc le royaume de France pour venir grossir les domaines des Habsbourg. C'est à partir de ce traité que Charles VIII commence réellement à exercer son autorité et que sa sœur est peu à peu écartée du pouvoir. De tous les nombreux enfants du couple royal, pas un ne dépasse l'âge de 3 ans. Charles VIII est roi de France de 1483 à 1498. Il a hérité de l'histoire le surnom d'affable, adjectif caractérisant une personne bienveillante à qui l'on peut se confier, un surnom plutôt original, rarement observé pour un roi. Comme pour bien d'autres souverains, ce nom n'est pas un qualificatif à prendre au pied de la lettre, qui correspondrait à la quintessence du caractère de Charles VIII. Selon Philippe de Comines, chroniqueur qui a côtoyé sa cour, il semblerait que Charles ait effectivement été un homme de bonne compagnie, mais il n'y a rien de plus à en dire. Charles VIII, tout comme son successeur Louis XII, souffre de la malédiction des rois de transition. Coincé entre les rois de la guerre de Cent Ans et le célébrissime François Ier de la Renaissance, ne disposant pas du caractère particulier de Louis XI, ils sont quasiment inconnus du grand public. Néanmoins, 3 faits permettent de se souvenir, au moins un peu, du roi Charles VIII.
La première raison est qu'il s'agit du roi de France qui a commencé les guerres d'Italie, une série de 11 conflits étalés sur 60 ans, durant lesquels les rois de France vont tenter de se tailler un territoire dans la péninsule italienne. Cependant, dispersés entre la guerre de Cent Ans et les guerres de religion, ce ne sont pas non plus les conflits les plus connus de l'histoire de France. Autre particularité notable, Charles VIII est le premier mari d'Anne de Bretagne, la très célèbre duchesse, dernière à véritablement porter le titre ducal. Enfin, la mort de Charles VIII est pour le moins atypique. À Amboise, où il séjournait, il s'est violemment cogné le front sur un linteau de porte. Cet accident, pour mortel qu'il soit, lui vaut au moins d'être régulièrement cité au panthéon des souverains morts le plus bêtement. Après son mariage, Charles VIII peut se consacrer pleinement à son règne, qu'il va dédier à une unique chose, la conquête du royaume de Naples. Pour comprendre cette ambition, un bref retour historique s'impose. Tout au long du Moyen-Âge, l'Italie a toujours été une entité profondément divisée, actrice économique de premier plan dans toute l'Europe, mais politiquement de peu de poids face aux autres grands royaumes européens. La péninsule italienne est en effet schématiquement divisée en 3 parties. En premier, le nord, composé de grandes principautés autonomes comme le duché de Milan ou les républiques de Venise ou de Florence. Au centre, on trouve les territoires pontificaux, dépendant directement du pape à Rome, à cette époque, Alexandre VI, aussi bien connu sous son vrai nom de Rodrigo Borgia. Enfin, au sud, on trouve les royaumes de Naples et de Sicile, issus de la scission du royaume de Sicile, fondé au XIIe siècle par les Normands. Ces 2 royaumes ont souvent changé de main, passant d'une couronne étrangère à l'autre. Au début du règne de Charles VIII, les 2 royaumes sont sous domination aragonaise. La Sicile est aux mains de Ferdinand II, le roi d'Aragon, tandis que le royaume de Naples est la possession d'une branche cadette. Sauf qu'avant que l'Aragon ne s'empare du royaume de Naples, celui-ci était sous le contrôle de la dynastie des Valois d'Anjou, dont le roi René et Charles d'Anjou étaient les derniers représentants. Et c'est de là que va partir Charles VIII. Se considérant comme dépositaire de leurs droits au royaume de Naples, il compte bien le reconquérir. Dans cette optique, Charles VIII assure ses arrières. Il traite avec le roi d'Angleterre pour éviter un conflit alors qu'il est au loin, et il fait un échange avec le roi d'Aragon. Sa neutralité en échange du Roussillon annexé par Louis XI. Finalement, il s'assure l'alliance du duché de Milan et, en 1494, à la mort du roi de Naples, Charles VIII franchit les Alpes. L'expédition française est fulgurante et ne rencontre presque pas de résistance. Laissant Louis d'Orléans en Lombardie pour assurer ses arrières, Charles VIII entre à Florence en novembre, occupe Rome en décembre et pénètre dans le royaume de Naples en février. Devant lui, le roi de Naples s'enfuit, tandis que les nobles italiens se soumettent et que Naples est occupée dans la foulée. Mais cette conquête est loin d'être du goût de tout le monde. Le pape Alexandre VI met en place la Sainte Ligue, une coalition anti-française rassemblant le pape, le duché de Milan, la République de Venise, le Saint-Empire et le royaume d'Aragon. Charles VIII quitte Naples en mai, nomme un vice-roi pour gouverner en son nom et entame le retour vers la France, accompagné d'une armée diminuée afin de laisser des garnisons sur place. Le chemin du retour est lent, la traversée des Apennins se fait difficilement et l'armée française est rattrapée par l'armée coalisée sur la rive du Tarot, près de la ville de Fornoux. En infériorité numérique, les Français réussissent à repousser leurs adversaires tout en minimisant leurs pertes, mais les bagages et l'énorme butin de guerre de la campagne sont pillés au cours de la bataille. Épuisé, le roi et son armée arrivent à Novare, dans laquelle Louis d'Orléans est assiégé par le duc de Milan. Le traité de Versailles, entre Charles VIII et le duc Ludovic Sforza, clôt les hostilités. Novare est rendu au duc et les 2 armées françaises rentrent à marche forcée. Un an plus tard, le roi de Naples évincé débarque en Calabre pour reprendre son royaume. Le vice-roi français tente de s'y opposer, mais sans soutien de la part du royaume, il capitule. La première guerre d'Italie s'achève.
Cette guerre est un échec pour Charles VIII. Il y a laissé beaucoup d'hommes et d'argent, il a ligué plusieurs puissances contre lui et il a cédé le Roussillon pour un royaume qu'il a perdu en moins de 2 ans. Désireux de recommencer, il continue de se forger des alliances en Italie, mais n'a pas le temps de mener son projet à bien. En 1498, au château d'Amboise, il est en chemin pour assister à une partie de jeu de paume quand il se cogne violemment la tête contre le linteau de pierre d'une porte basse. Il poursuit son chemin et part assister à la partie, mais il s'effondre quelques heures plus tard, incapable de parler. Il reste allongé à terre encore plusieurs heures avant que la mort ne l'emporte. Charles VIII meurt le 7 avril 1498 à l'âge de 27 ans.